Industrial Nation, c'est un nouvel épisode de notre podcast Industrial Growth. Je crois que c'est le premier épisode de 2018. J'en profite pour rappeler à tous ceux qui écoutent ce podcast que c'est bien d'écouter, mais c'est bien aussi de s'abonner. Si vous êtes sur iTunes, vous pouvez recevoir tous les nouveaux podcasts directement sur votre smartphone, sur SoundCloud, sur Stitcher. On est présent sur pas mal d'applications. Et bien sûr, vous retrouvez tout ça aussi sur notre blog. Donc, n'hésitez pas à partager et à vous abonner et à nous faire part aussi de vos remarques ou des choses que vous voudriez voir abordées. Je suis Karim Bourra, je dirige l'agence NIL et vous êtes sur le podcast Industrial Growth. Et aujourd'hui, le sujet du jour, c'est le e-commerce dans le secteur industriel. J'élargirai un petit peu en disant le e-commerce en B2B, mais comme vous savez que notre niche, c'est l'industrie, on va parler un peu d'e-commerce dans l'industrie. C'est un sujet chaud. Moi, j'ai énormément de discussions avec des entreprises industrielles de différentes tailles, de toute taille même, qui s'interrogent sur le lancement d'une plateforme e-commerce. Ça va du simple taulier industriel qui a des pièces déjà façonnées et qui veut mettre ça en ligne facilement pour avoir un chiffre d'affaires complémentaire, jusqu'à des grands acteurs de l'industrie qui veulent lancer ce canal pour faciliter la prise de commande, pour accélérer les cycles de vente. Je pense que c'est même un sujet beaucoup plus chaud que l'IoT, que l'impression 3D ou que des sujets un peu plus industrie du futur, parce que là, on touche directement à la vente et il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de mouvements dans ce domaine et je m'attends très certainement dans les prochaines années à voir émerger des grands acteurs comme Amazon ou d'autres qui vont certainement s'intéresser de près à ce marché du e-commerce B2B. Ça veut dire qu'il y a des opportunités aujourd'hui. Et si vous êtes en train de vous poser la question de savoir si lancer sa plateforme e-commerce est une bonne idée, je pense que ne vous la posez plus, c'est une bonne idée. Il s'agit de savoir comment on lance ça et comment on associe ça avec tous les autres canaux de vente de son entreprise. Pour échanger sur ce sujet aujourd'hui, je suis avec Evelyne Rouquet. Evelyne, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bonjour. Donc, je suis Evelyne Rouquet. Je travaille dans le e-commerce plutôt B2C depuis 20 ans maintenant. Enfin, 15 ans, on va dire. Mais voilà, ça fait un petit bout de temps. J'ai eu la chance d'intégrer une entreprise qui s'appelle Perle & Co, qui se situe à Albi, dans le Tarn. C'est une entreprise qui ne s'est pas parlé d'elle et pourtant qui est extrêmement… qui a beaucoup de succès. Quand je suis partie de Perle & Co, c'était en 2014, ils généraient 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. En vendant des perles, donc ça veut dire qu'il faut vendre beaucoup de perles pour atteindre pour faire cette vidéo. Voilà, donc une logistique en béton, un personnel en béton, une stratégie digitale en béton. En plus, c'est un pure player encore, hein, il n'y a pas de… Donc voilà, j'ai eu beaucoup appris aux côtés du dirigeant et du fondateur, qui m'a donné aussi ma chance, qui m'a permis voilà, de développer les ventes à l'étranger. Ce genre de choses, ce genre de défis que j'ai relevé avec plaisir. Voilà. Et depuis, j'ai déménagé, c'est pour ça que j'ai quitté cette entreprise, je suis à Bordeaux. Et donc, après avoir travaillé dans plusieurs entreprises différentes, j'ai envie de plus en plus de travailler dans le conseil aux entreprises. Et justement, la thématique du B2B et du e-commerce m'intéresse plus particulièrement à présent. Ok. Tes compétences un peu, enfin, ce que tu as pu faire dans ce type d'entreprise chez Perle & Co notamment, c'était quoi? C'était de lancer la plateforme. Qu'est-ce que tu as pu réaliser comme… Alors, j'ai fait plein de choses. La première mission, c'était de vendre, enfin, de développer les ventes à l'export. Donc là, j'ai été très opérationnelle puisqu'en fait, ils m'ont embauché parce que je parle 3 langues étrangères. Donc, à l'époque, en 2005, j'ai traduit le site. J'ai fait la promotion du site. Alors à l'époque, c'était les forums, hein, il n'y avait pas de réseaux sociaux, rien du tout. C'est encore la préhistoire. Du coup, bah, c'était ça, des partenariats, des choses très simples en fait, parce que j'avais pas beaucoup de moyens. Ensuite, j'ai fait des campagnes AdWords, tout simplement. Commencé comme ça. Alors c'était l'époque bénie encore où on pouvait faire de l'AdWords pas cher. Trop cher. Voilà. Donc voilà, je me suis formée là-dessus et après, au fur et à mesure, on a fait de l'affiliation et après, on a créé la page Facebook en 2009. Après, j'ai créé des concours de création internationaux, etc., etc. D'accord. Et on a atteint 30% de nos ventes à l'export. Donc ça, on était contents. Et après, j'ai aussi dirigé la refonte graphique du site en 2010. Enfin voilà, j'ai fait plein de choses. Ok.
Super. Donc, j'ai quelques questions à te poser, Evelyne, toi qui as un peu d'expérience. Puis comme tu es passé par les différentes phases, j'imagine, de croissance de ce type de plateforme, ça va être assez Oui. intéressant que tu partages l'expérience. Euh, alors, on parlera un peu du B2C, du B2B. C'est vrai que tu as une expérience qui est très B2C, mais j'ai fait un petit peu exprès de te solliciter parce que je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'y voir plus clair dans dans le B2B. On est encore sur le balbutiement, de mon point de vue, du e-commerce en B2B. Et de toute façon, il est clair qu'on va beaucoup s'inspirer de ce qui se passe en B2C. Donc, on va avoir l'occasion d'en discuter. Bah, ma première question, c'est par où commencer? Si je suis un industriel qui veut qui veut se lancer dans ce canal de vente e-commerce, voilà, comment je dois m'y prendre? Ah, bah, c'est une très très grande question, une vaste question. Moi déjà, je pense qu'il n'y a pas, there is no best way, comme on dit. Il y a toujours, je pense qu'un entrepreneur, l'avantage c'est qu'il peut aussi se fier à son intuition parce que bah, si l'entrepreneur, il connaît bien ses clients, il connaît bien sa structure, donc il sait aussi. Il faut qu'il fasse confiance d'abord, première chose. D'accord. Ouais, très important. Après, il y a un échange, bien sûr, parce que je pense que il peut se faire confiance en termes de business parce qu'il sait a priori vers quoi il veut aller. Après, il faut qu'il laisse la personne, son interlocuteur, lui, il faut qu'il fasse confiance en termes de technique. C'est-à-dire que, en fonction de ses besoins, la personne qui est chargée de développer cet aspect e-commerce chez lui, que ce soit un prestataire ou un employé ou quelqu'un voilà, chez lui, la technique, c'est pas très grave en fait. La personne qui est spécialisée dans le e-commerce, en fonction de ses besoins, il va dire plutôt ce type de plateforme, plutôt ce type d'outils, en fait. Moi, je pense que c'est pas la peine de parler technique directe. D'accord. Et ça, c'est une erreur fréquente en fait. On a toujours tendance à commencer par s'interroger sur la plateforme. Voilà, est-ce que je vais Ça sur vient en dernier finalement. Hmm. Ça vient en dernier. Moi, je pense que c'est intéressant aussi de pas se poser la question tout seul, c'est-à-dire de co-créer le projet avec les services, bien sûr commerciaux. Alors là, moi, je suis parfaitement d'accord avec ce que tu dis, c'est-à-dire que si on n'implique pas le service commercial dans la réflexion, c'est même pas la peine d'y aller, quoi. C'est pas du marketing, hein, c'est vraiment c'est un nouveau canal commercial, ouais. C'est un canal commercial. Donc, c'est pas hors sol, ça s'intègre dans un contexte, dans une histoire d'entreprise. Donc, il y a vraiment un gros travail en amont de réflexion. C'est-à-dire la personne, elle va avoir une idée, elle va avoir le chef d'entreprise, il va avoir une idée, un objectif. Il est bon de prendre le temps, de mettre tout ça en contexte et peut-être d'ouvrir, avec les échanges, d'ouvrir un petit peu déjà au départ. Parce que c'est bien aussi d'envisager toutes les solutions à moyen et long terme parce que la plateforme quand même, quand on l'aura choisie, sera bien qu'elle puisse être évolutive par rapport aux futurs besoins, je pense. Ouais. Et alors moi, ce que je conseillais, mais je sais pas si tu es d'accord avec moi, il y a aujourd'hui beaucoup de plateformes qui techniquement ne nécessitent pas beaucoup de compétences. Donc ça veut dire qu'on peut aujourd'hui s'affranchir, en tout cas quand on veut démarrer, on peut s'affranchir de ces contraintes techniques. On a tendance à vouloir tout de suite construire une usine à gaz avec des choses très complexes. Moi, ce que j'ai eu tendance à recommander à plusieurs prospects et même certains clients, c'est de dire commencez à la limite petit, mettez en ligne un certain nombre de choses très simplement en utilisant des plateformes en ligne sans leur faire de pub type Shopify ou ce genre de plateforme où vous avez en quelques clics votre boutique déjà prête. Et ce qui est intéressant, c'est voilà, quand vous faites ça, ce qui est intéressant, c'est que vous commencez aussi à collecter de la data. Commencez petit, commencez peut-être avec une plateforme en ligne, mettre en ligne un premier bout de catalogue, une première partie du business. Et puis derrière, on peut commencer en faisant ça à collecter de la data. Et cette data, elle va nous aider à prendre des décisions et à voir un peu dans quelle direction aller. Donc, je ne sais pas si tu partages un peu ce point de vue. Oui, ça dépend du profil de l'entreprise. Mais moi, je suis d'accord avec ça. C'est pas la peine de faire une usine à gaz, ça certainement pas. Après, c'est vrai aussi que moi, j'essaye de voir les choses un petit peu globales quand même, parce que après, des fois, les frais de migration, etc., ça peut être compliqué. Ouais, donc moi, j'aime bien quand même bien balayer l'objectif. Et après, on peut se dire, finalement, on va juste faire ça. Oui, pourquoi pas. Ouais, c'est quand même avoir donc ce que tu penses, c'est plutôt avoir une roadmap sur 2-3 ans en disant voilà ça aide quand même pas mal quoi.
Mais ça ne m'empêche pas, hein. Ça n'empêche pas de commencer tout petit, de tester, même sur des places de marché, tout simplement pour voir comment ça se passe. Comment ça peut prendre. Ouais. Ok. Quels sont les pièges un peu que peut rencontrer une entreprise qui se lance sur ce type de projet dans tes expériences, ouais, c'est quoi les trucs où il faut éviter de tomber? On vient de parler de la technique. Je pense que ça, on a bien compris qu'il fallait pas se focaliser sur l'aspect technique de la plateforme. Mais est-ce qu'il y a d'autres pièges à éviter? Oui. Alors moi j'en vois un, mais j'ai pas encore trouvé la solution, hein, donc c'est l'impact de la création d'un nouveau canal e-commerce sur le réseau de distribution. On a un petit peu évoqué ça, et ça se voit aussi dans le commerce B2C, et j'avoue, c'est loin d'être solutionné cette D'accord. histoire. J'ai en B2C, pardon, j'ai l'expérience récente de deux enseignes, gamme vert, pardon, gamme vert et une entreprise bordelaise qui s'appelle DDP. Donc gamme vert, tout le monde connaît gamme vert. Ils ont un site e-commerce, mais il n'y a aucun lien avec le réseau des magasins. Et il y a une sorte de petite guéguerre. C'est pas du tout bien perçu. Alors. Et bon, j'ai pas eu malheureusement l'occasion d'en discuter avec des personnes qui étaient partie prenante gamme vert là-dedans, mais moi ça m'a toujours interrogée. Au lieu d'en faire un levier. Ouais. Ça, c'est une vraie question, hein, le canal de distribution. Je crois que c'est même une des problématiques de départ, surtout dans le secteur industriel où parfois la distribution, ça peut être 50-60% du business. C'est la crainte en lançant ce type de plateforme, de concurrencer les distributeurs traditionnels. En même temps, on a des entreprises qui se disent, si on n'est pas en ligne, si on n'a pas ce type de possibilités offertes à nos clients pour commander, il y a aussi un énorme risque. Alors, est-ce qu'on prend le risque? Moi, j'ai tendance à dire que ça peut être aussi l'occasion de faire un peu le ménage sur la relation qu'on peut avoir avec ces distributeurs, soit en développant une nouvelle façon, une nouvelle relation avec les distributeurs. Oui. Peut-être en leur donnant un accès réservé un peu à la plateforme e-commerce, avec, je sais pas moi, une interface personnalisée pour le distributeur pour qu'il utilise ça pour passer ses commandes. Ça peut devenir en fait un outil aussi d'aide à la distribution. Et je suis pas sûr que ça soit concurrentiel. J'ai l'impression que les grandes surfaces y arrivent pas mal. Dans le B2C, je sais pas. Je sais pas. Alors les grandes surfaces, je me suis pas, je me suis pas encore interrogée là-dessus sur les grandes surfaces. J'ai vu Cultura qui arrive à faire pas mal, parce que finalement, mais en même temps, je suis pas sûre que ce soit des franchises Cultura. Voilà, c'est ça le problème en fait. C'est le type de relation que c'est le type de relation entre le distributeur et la marque, quoi. Voilà. Quels sont les partenariats commerciaux? Moi, je pense que ça passe beaucoup par de la négociation. En fait, je pense que ça sert à rien de faire les choses en catimini. Ouais. Au contraire, pour moi, ça c'est la pire solution. Donc, pour moi, c'est perdu d'avance. J'ose le dire. C'est pas la peine. Non, mais je partage et on le voit souvent. Hein. On le voit souvent. Ouais, mais ça sert enfin, moi, je sais pas comment le dire parce que justement, comme je te disais, c'est pas que je l'ai vécu ou que je l'ai expérimenté, c'est que je le ressens comme ça et que c'est presque naturel. Après, justement, ça en dit beaucoup peut-être sur les natures de relations. Là, c'est clair. Ouais. Par exemple, DDP, alors, j'en fais pas de la pub, mais tant pis. Moi, à l'arrivée, je m'étais dit, super, DDP, ils ont 150 magasins, c'est des franchisés, enfin, c'est des personnes qui travaillent pour eux. Ils n'achètent pas le stock, mais en fait, ils prennent 40% des ventes et après, tu vois, je sais pas comment on appelle ça. Et je me suis dit, voilà, il y a un gros travail à faire en cross-canal, ça peut être super intéressant. Ils voulaient développer leur vente e-commerce. Et moi, je me suis dit, la clé du succès aussi pour le développement e-commerce de leur activité, c'est ce cross-canal. Ouais. Comment, voilà, parce que ça va être un soutien aussi au e-commerce finalement. Et en fait, ils n'ont pas du tout adhéré. D'accord. Eux, ils voulaient plutôt tout focaliser sur le e-commerce et un peu laisser de côté. Et un peu marginaliser les boutiques, quoi, les franchisés. Ils voulaient devenir des pure players. Ouais, non, mais je pense que ça c'est une erreur classique et une erreur assez fatale en fait, à mon avis. On peut pas couper une branche sur laquelle on est assis. Si 60% ou 50% du business se fait en réseau de distribution, c'est pas en lançant une plateforme e-commerce que vous allez remplacer. Je pense que c'est quelque chose qui vient en plus, qui vient compléter, qui vient aider.
Et il faut vraiment impliquer, à mon avis, le réseau de distribution là-dedans. Et je pense que c'est vraiment une belle opportunité, encore une fois, pour faire le ménage, entre guillemets, dans le réseau de distribution. On a parfois des relations où je connais des entreprises qui prennent tout le monde, c'est-à-dire n'importe qui en distributeur. C'est peut-être l'occasion de construire des relations avec des distributeurs un peu plus, peut-être un peu moins nombreux, mais un peu plus qualitatives, avec un appui aux distributeurs pour marketer les produits, etc. Et la plateforme e-commerce, c'est une belle opportunité pour aider des distributeurs à marketer un catalogue produit ou une gamme de produits, quoi. Moi, je pense que ça peut être vraiment gagnant-gagnant pour le réseau de distribution et pour le fabricant. Après, c'est pas simple. Il faut vraiment beaucoup envisager d'options et après négocier vraiment. Et que ça passe par des contrats, pourquoi pas, formaliser ça en contrats commerciaux qui sont différents. Moi, ça ne me choquerait pas. Mais... Ah ouais, je comprends. Voilà. Une fois qu'on a lancé, on a parlé un peu de la technique, des difficultés rencontrées quand on va lancer ce type de réseau et qu'on a des canaux de distribution, enfin les autres canaux de distribution et la concurrence potentielle avec ces canaux. Bon, imaginons que les choses se passent bien, on lance tout ça. Je ne sais pas si tu partages mon avis. Une autre erreur très très fréquente, c'est qu'on s'est tellement focalisé sur le lancement de la plateforme, la mise en ligne du catalogue, que derrière quelque chose qui est, à mon avis, aussi essentiel, voire peut-être plus, c'est la promotion et souvent un peu le marketing, en tout cas, de cette plateforme ou la façon dont on va générer du trafic vers la plateforme. On a tendance à croire qu'en mettant les produits en ligne, ça va venir tout seul, quoi. Est-ce que tu partages, est-ce que tu as déjà vécu ce type d'expérience? Oui. Et justement, je n'ai pas vécu cette expérience dans le B2B parce que j'ai pas eu encore l'occasion et j'espère que ça va arriver de déployer quelque chose pour un B2B. Mais c'est vrai que on parle d'inbound, on parle de référencement naturel. C'est vrai que c'est super. On parle des réseaux sociaux. Et c'est vrai que si on regarde comme ça, c'est gratuit entre guillemets, quoi. Mais entre guillemets, c'est pas du tout gratuit. En fait, il y a beaucoup de temps passé, c'est beaucoup de ressources. Donc, moi, c'est vrai que sur du B2B, je vais pas forcément dire on va tout mettre sur de l'AdWords ou tout ça. On va essayer de créer une stratégie éditoriale, une stratégie de lead, de prospect, avec comme tu fais, c'est-à-dire avec comment capter des prospects, comment les faire, leur dire le bon discours au bon moment, etc. Bon, tu connais. Mais ça se travaille aussi en amont, je pense en même temps que tout ce qui est technique, etc. Ça se discute en même temps parce que d'ailleurs, il y a des fonctionnalités sur certaines plateformes qui vont pouvoir aider ça, plus ce sera natif, alors que d'autres non, etc. Il va falloir faire appel à d'autres prestataires. Donc tout ça, il faut aussi le calculer. Il faut aussi le faire avec la culture d'entreprise. Dans le B2B, c'est peut-être encore pire que dans le B2C, c'est-à-dire le secret. Je veux garder mon savoir-faire, mon expertise. Je ne veux pas qu'il y ait d'espionnage. Donc voilà, comment expliquer que maintenant, en fait, c'est en étant perçu comme un expert et en partageant un petit peu son savoir qu'on attire, au contraire, et non pas en étant fermé et en étant trop secret sur ses… c'est pas la peine d'étaler tout son savoir-faire, mais enfin, il y a une façon de faire. Donc, en tout cas, il faut se positionner pour pouvoir générer du trafic. C'est-à-dire que si on n'a pas de trafic sur la plateforme, on n'aura pas de commande, on n'aura pas de conversion et il n'y a pas de chiffre d'affaires, quoi. Et c'est un peu souvent l'erreur qui est faite. Et vraiment, moi, j'ai vu des boîtes lancer des projets avec un budget de lancement, entre guillemets, très classique, relations presse, 2-3 annonces, très auto-centré en plus. Allez, on a lancé notre truc, on est content, on est fiers. Et puis quelques mois plus tard, les chiffres, ou en tout cas les objectifs sont loin d'être atteints, et puis des objectifs parfois ambitieux. Surtout si vous vendez des petits produits, parce que si vous vendez des petites pièces mécaniques, exemple à quelques dizaines d'euros, et que la plateforme vous a déjà coûté 100 000 euros ou 80 000 euros d'investissement, il va falloir quand même faire pas mal de ventes pour amortir tout ça. Donc, c'est un peu. Et souvent, moi, ce que j'ai vu aussi, je ne sais pas si tu le partages, c'est parfois une absence de conscience de la réalité de ces histoires de taux de conversion. C'est-à-dire que on balance des objectifs comme ça, on aimerait bien faire 50 000 euros par mois de vente, mais quand on traduit ça en nombre de clients et derrière surtout en nombre de visiteurs et de prospects, on se rend compte que
le budget qui est mis en place pour attirer ce trafic et ces prospects, il n'est pas forcément au rendez-vous, quoi. Et là, tu parlais d'AdWords, mais bon, AdWords, c'est une des, enfin, le pay par click, c'est une des tactiques qui me paraît intéressante sur du e-commerce. Mais il y a aussi toutes les stratégies de contenu que tu viens d'évoquer, quoi. Oui, il y a plein d'outils. Il y a Google Shopping, il y a les places de marché, il y a l'affiliation, il y a énormément de leviers. Et là aussi, ouais, par rapport à cette stratégie et les objectifs qu'on définit, c'est difficile parce que la personne, peut-être, elle n'a pas possibilité de faire un benchmark justement sur ce qui se passe. Peut-être ses concurrents, il n'y en a pas tant que ça, et puis ils sont peut-être à l'étranger, c'est difficile de comparer. Bon, avec un peu de chance, on peut trouver un beau concurrent aux États-Unis. Donc là, on se dit, ouais, on peut bien benchmarker parce que ce qui se passe aux États-Unis, à peu près 10 ans plus tard, ça se passe en France, donc c'est cool. C'est comme. Mais je suis d'accord avec toi. Le benchmark aujourd'hui, je crois que c'est la principale difficulté pour lancer une plateforme e-commerce B2B dans le secteur industriel en particulier. Oui. Ceux qui l'ont fait n'en parlent pas beaucoup ou l'ont fait parfois un peu en phase test ou en catimini. Oui. Et finalement, il n'y a pas beaucoup de données là-dessus, quoi. J'ai pas vu beaucoup de retour sur qu'est-ce qu'a donné, qu'est-ce que donnent les plateformes e-commerce. Il y a beaucoup de contenu sur l'avant, sur le fait qu'on est tous d'accord que c'est un marché porteur, qu'il y a du business à faire, que c'est quelque chose qui va beaucoup se développer et il y a beaucoup d'acteurs qui se positionnent. Mais j'ai pas vu beaucoup d'infos sur comme on peut en avoir en B2C sur c'est quoi les taux de conversion, c'est quoi les paniers, enfin toutes ces données qui sont importantes quand on met en place la stratégie. C'est vrai qu'on n'a pas encore beaucoup de matière, quoi. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. J'ai pas d'explication. Je connais pas encore assez le milieu du B2B pour comprendre ça. Après, l'explication, je pense que tout le monde se regarde un petit peu et puis attend que le voisin y aille, quoi. C'est un peu le sentiment. C'est un peu ça, je pense. Je sais pas. Après, est-ce qu'il y a de la désillusion? Est-ce que justement les objectifs étaient trop ambitieux et puis tout d'un coup on se retrouve avec une dure réalité qui fait que c'est pas si simple. Sachant que moi, je pense qu'il faut partir du principe aussi que même en B2C, au départ, ça n'a jamais été simple. Hein. Enfin, il y a eu beaucoup d'écrémage. Hein. Il y avait beaucoup de… Oui, il y avait beaucoup d'acteurs et aujourd'hui, on voit que ça… On voit bien qu'il y a parmi les plus grands aujourd'hui, c'est ceux qui étaient pionniers, qui étaient là déjà en 2000. Il y a eBay, il y a Amazon, il y a tout cela. Ils ont beaucoup souffert pendant des années. Avant de… Donc, il y a aussi toute une phase d'apprentissage qu'il ne faut pas du tout négliger. Je pense qu'il ne faut pas en avoir peur et ni en être désolé, même si je comprends qu'il y a des impératifs business qui sont importants. Et justement, donc du coup, il faut avoir conscience de ce côté un petit peu pionnier de l'aventure. C'est une aventure aussi. Il faut le voir comme ça. Et donc, pas risquer, comme tu dis. Il n'y a pas de risque parce que de toute façon, ce sera un succès. Il y a plusieurs types d'objectifs. Il y a le business, d'accord, des indicateurs financiers, bien sûr. Mais il y a aussi la notoriété. Il y a aussi, voilà, l'amélioration justement de son canal de distribution. Tout ça, ça peut aussi se mettre dans les objectifs à atteindre aussi. C'est pas la peine de parler que du côté business aussi. Que du côté chiffre d'affaires. Ouais, ouvrir les indicateurs. Ok. Est-ce que tu as eu l'occasion d'utiliser des outils de marketing automation, tu en parles beaucoup de systèmes d'abandon de panier, enfin de relance. Est-ce que à l'époque où tu étais, notamment chez Parlanco, c'est quand même des technologies qui sont assez récentes? Oui. Alors, tu as eu l'occasion d'expérimenter ça? Disons que l'abandon de panier, c'est le truc le plus classique pour le e-commerce B2C. C'est quand même, mais en fait, pour Parlanco, c'est pas du tout adapté. Ouais. Parce que nous, notre typologie de clientes, en fait, c'était des clientes qui mettaient beaucoup de temps à faire leur panier, justement, parce que c'est pour créer des bijoux. Ouais, donc elles abandonnaient rarement le panier, quoi. Donc, pour quelqu'un de néophyte, elles abandonnent le panier parce qu'au bout d'un jour, elles n'ont toujours pas validé leur panier. Mais en fait, c'est normal parce qu'il y avait plus de 40% de nos clients qui mettaient entre 10 et 15 jours pour faire le panier. Ok. Donc, c'est pas la peine de les relancer. Faut leur dire, Mais ça, c'est intéressant parce qu'on peut retrouver ce type de problématique un peu dans des achats complexes, notamment industriels. Donc moi là-dessus, j'imagine bien aussi en fait, l'accompagnement du visiteur, du client. Voilà, qu'est-ce qu'on met en place pour faciliter son parcours d'achat? Et ça fait partie aussi de la stratégie en amont. Il suffit pas de mettre un catalogue avec des produits et un bout de panier.
Je pense que c'est bien aussi d'avoir des contenus qui aident, qui facilitent l'achat, des contenus éducatifs. Oui, Chez Paralenco, j'imagine qu'il y avait plein de vidéos tutos, oui, il y en a plein. d'exemples, Et de oui. modèles, etc. Et on Mhm. peut aussi avoir, si je transpose au secteur B2B et notamment l'industrie, on peut avoir aussi des infos techniques, on peut avoir des appuis avec, pourquoi pas, une fenêtre de discussion instantanée là, qui apparaît et Ouais, qui permet de répondre à des questions. Donc, je pense que c'est aussi important que l'après. C'est un peu dommage d'attendre l'abandon du panier pour se rendre compte que le parcours client est pas c'est ça. optimisé. En fait, l'automation, moi, j'ai pas eu trop l'occasion de travailler vraiment dessus, à part des choses très basiques comme l'anniversaire, enfin des trucs vraiment Ouais, ouais, c'est simple sur basiques de chez basiques. des campagnes classiques, quoi. Je pense que pour mettre en place de l'automation, pour moi, il faut déjà bien avoir compris le parcours des clients, etc. Bon, c'est intéressant bien sûr parce que ça permet d'alléger le travail, etc., d'augmenter les conversions, si vous voulez, mais je pense qu'il y a d'abord une phase d'apprentissage, de connaissance. Hmm. Enfin, faut pas aller trop vite, je pense, là-dedans. Ah, sinon, on peut se tromper et c'est dommage. Et puis, voilà, je pense que quand on a un type de projet en B2B, en e-commerce, il faut rester humble face aux clients parce qu'en plus, ah oui, il y a un truc que je voulais vous dire aussi, c'est écouter les clients. Ouais, bah ouais, C'est c'est un peu incroyable. la base, ouais. Non, mais c'est la base, mais finalement, Ouais, non, il mais y je a suis d'accord, il y en a pas beaucoup qui le font, ouais. Hmm. ben non, parce que les organisations sont centrées sur leur Sur leurs process, produits, sur leur catalogue, sur leur leur site. produit. Voilà. Oui, mais Janine, elle est pas habituée à répondre en chat. Alors Hmm. comment on va faire pour mettre un chat? Ben c'est pas grave. Hein. Enfin, s'il y a besoin, Il faut prévoir quelqu'un qui on va répondra au chat. trouver. Hmm. En fait, voilà, c'est ça aussi dans l'étude d'impact de la mise en place d'un e-commerce. Je me dis, c'est aussi faire le point des process internes et voir Ouais. quelle est la capacité de l'organisation à se remettre en question, à éventuellement changer les. Ça, c'est compliqué aussi. Faut y aller Je par pense que, palier aussi. ouais, je pense qu'on peut être, on peut vite sous-estimer l'impact en termes d'organisation interne que Ah peut oui, provoquer la mise en place de ce type de plateforme. Je pense aux commerciaux, par exemple. oui. J'avais une discussion hier avec un prospect là, qui va lancer sa plateforme. Voilà, quel est le rôle des commerciaux là-dedans? Et justement, moi, ça m'amène à une autre question. Toi, tu étais en charge, je crois, du développement un petit peu de la plateforme à l'international. Oui. En fait, ça veut dire que le développement, une fois la plateforme en ligne, c'est pas terminé et il se passe beaucoup de choses en fait finalement aussi offline dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'il faut aller la vendre entre guillemets cette plateforme. Est-ce que tu as, des conseils là-dessus? C'est quoi ton expérience sur la promotion d'une plateforme? En plus, tu étais chez un pure Alors, player, donc comment on peut s'y prendre en fait pour faire connaître au monde qu'on a une plateforme en dehors de la publicité en ligne? c'est ce que moi je sais, je crois, c'est que ce qui a le plus, enfin, alors je réfléchis. Hein. Il y a pas de problème. Non, parce que le sujet est vaste. Hein, le sujet est très vaste. Déjà, il n'y a pas une seule façon de faire, ça c'est certain. Il ne faut pas avoir peur d'innover et de. Je pense que la première base, c'est de bien connaître ses clients et de savoir ce dont ils ont besoin. C'est la base, hein, c'est très cliché ce que je dis, mais pourtant, encore une Non, fois, non, c'est bien de le vraiment redire. rabâcher. Pourquoi? Parce que c'est pas la peine de mettre, de s'épuiser à faire du contenu qui n'a pas d'intérêt. Enfin, moi, c'est ça aussi. Quand j'étais à Perlenco, c'était en 2006-2007 hein, que j'ai commencé à faire le développement. Donc, c'était à l'époque, on était encore au balbutiement du, du, de l'internet participatif. Hein. À l'époque, c'était encore, on était des vendeurs et puis il y avait ce qu'on appelle des forums, des lieux d'échange. Alors, moi, j'avais compris vite que mes clientes Perlenco, c'était des créatrices de bijoux. Ce sont des personnes qui ont besoin de reconnaissance de leur travail. Voilà. D'accord. Donc, moi, la première chose que je faisais, déjà, j'allais sur les forums en tant que Perlenco. Je ne disais pas, j'essayais pas de faire du catimini en étant. Voilà, je demandais au forum aussi si je pouvais intervenir. Voilà, si ça pouvait être, voilà, si ça pouvait être validé. Et après, en respect total, on regardait ce que faisaient les filles et on donnait des informations ou alors on Des comprenait. avis, des conseils.
On faisait de la valorisation, éventuellement publiait sur notre propre site des créations qu'elles avaient faites, etc. C'est ça. En fait, d'accord. On savait que ce besoin-là, il était très fort de reconnaissance, vraiment. C'est le moteur. Donc, du coup, on est allé là-dedans. Et ça marche beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai fait des concours de création aussi, parce que à la fois, ça nous permettait de nous légitimer par rapport à nos partenaires, parce que, par exemple, Swarovski, on était le distributeur officiel des composants Swarovski. Ouais. Il y a beaucoup d'imitations chinoises. Donc, on pouvait croire, en nous connaissant pas, qu'on vendait des imitations. C'est très difficile à voir, en plus. Donc, nous, on voulait légitimer, officialiser notre partenariat avec Swarovski. Et donc, on a fait un premier concours de création avec eux, partenariat avec eux. Donc, à la fois, ça permettait de mettre en valeur le travail de nos clientes et aussi, ça légitimait ça officialisait notre relation commerciale. Alors, transposer ça en B2B, pour moi, c'est connaître les besoins de vos clients et y répondre et de façon plutôt pertinente. Je pense que c'est pas la peine de s'épuiser en contenu, parce que le contenu, c'est difficile à produire. Ouais, mais de cibler précisément des besoins très, très concrets, très précis sur l'utilisation des produits ou les questions qui peuvent se poser au cours de ces achats qui peuvent être complexes. Exactement. Bien écouter les commerciaux justement parce que c'est eux qui ont le contact avec le terrain et du coup, c'est eux qui auront les bonnes questions et les bonnes réponses à apporter, bien sûr. Ok. Bien écouter les commerciaux, ça c'est vraiment quelque chose que je répète très, très, très souvent. Il n'y a pas de guéguerre entre le commerce, le marketing. Il faut vraiment que tout le monde travaille ensemble. Et je pense que, effectivement, tu l'as dit, ça peut être une belle conclusion à notre discussion. Tout vient du commerce. Les commerciaux doivent être écoutés. Et c'est certainement eux qui donneront aussi les meilleures idées en termes de stratégie, de compréhension du parcours d'achat pour que la plateforme soit une réussite. Et surtout, le feedback aussi, récupérer aussi le feedback des clients et de ceux qui vont l'utiliser au quotidien. Oui, ils sont hyper important dans le process. Eh bien, écoute, Evelyne, c'est une belle conclusion. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi, c'est un plaisir. On aura l'occasion de continuer à échanger aussi sur LinkedIn. On s'est connus sur LinkedIn, donc comme quoi ça marche. Hein. Industrial Growth, c'est un podcast qui est disponible, je répète encore une fois, sur iTunes, Stitcher, sur notre site, sur SoundCloud. Et on vous invite vraiment à vous abonner au podcast pour recevoir directement sur votre smartphone et nous écouter dans les transports ou en faisant votre sport quotidien. Eh ben, vous avez accès directement à l'info sur votre smartphone si vous vous abonnez. Evelyne, merci beaucoup. À très bientôt. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode d'Industrial Growth Podcast. À bientôt, Evelyne. Merci. Au revoir.